Mardi 18 juin, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce 19 Info, à la une de l'actualité. 256e jour du génocide à Gaza et un bilan macabre dépassant les 37 000 martyrs et plus de 80 000 blessés. La situation en Palestine occupée, à Gaza, en Cisjordanie occupée, alerte le haut-commissaire aux droits de l'homme. Volker Turk affirme que la situation en Cisjordanie occupée se détériore considérablement. Au Kenya, des dizaines de manifestants ont été arrêtés à Nairobi dans le cadre de protestations contre la hausse d'impôts proposée par un projet de loi de finances qui doit être présenté au Parlement ce mardi. Et à l'invitation du président nord-coréen Kim Jong-un, Vladimir Poutine effectue une visite d'État amicale en République populaire démocratique de Corée les 18 et 19 juin 2024. Nous entamons cette édition avec l'actualité en Palestine occupée où l'agression génocidaire sioniste sur la bande de Gaza se poursuit sans répit pour les Palestiniens depuis 256 jours. 256 jours de bombardements massifs d'épuration ethnique en ce mardi 18 juin. Le bilan global des victimes après plus de 8 mois de crimes en tout genre s'élève à 37 372 martyrs et 85 452 blessés répartis entre les femmes et les enfants en grande majorité selon les dernières mises à jour communiquées par le ministère de la Santé. À Gaza, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres pour un bilan de 25 martyrs et 80 blessés au cours des dernières 24 heures. À noter que ces bilans restent provisoires vu les milliers de victimes portées disparues dans les décombres. Le centre et le sud de la bande de Gaza n'ont pas eu de répit également. Au cours des dernières 24 heures, les forces d'occupation sionistes ont bombardé massivement ces zones, faisant au moins 17 martyrs, ciblant les maisons de plusieurs familles, notamment celle de la famille Harb dans le camp de Bouraïdj, les biens et les maisons d'El Rey ou encore des familles El Medoum. À Nusayrat, l'agence de presse palestinienne Wafa a indiqué que les blessés ont été transférés vers l'hôpital d'El Aouda. Et un avion de guerre a mené des raids sur les quartiers de Tel El Hawa et de Zaytoun à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. L'armée sioniste continue son incursion terrestre et ses bombardements sur les civils palestiniens. Comme vous le savez, la situation en Palestine occupée inquiète les agences onusiennes. C'est dans ce sillage que le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a averti ce mardi quant à la situation en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est. Volker Turk a affirmé, je cite, « La situation se détériore considérablement », ajoutant qu'il y a des morts et des souffrances qui ne peuvent pas être acceptées par la conscience à Gaza. Volker Turk a par ailleurs déploré le bilan macabre du 15 juin où 528 Palestiniens, dont 133 enfants, ont été martyrisés. Volker Turk s'est dit particulièrement alarmé et affirme qu'il y a de sérieuses inquiétudes quant aux homicides illégaux. À noter que Volker Turk s'exprimait à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 56e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se sont ouverts ce mardi à Genève et se poursuivent jusqu'au 12 juillet prochain.
La situation en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, se détériore considérablement. Au 15 juin, 528 Palestiniens, dont 133 enfants, avaient été tués par les forces de sécurité israéliennes ou par des colons depuis octobre, soulevant dans de nombreux cas de sérieuses inquiétudes quant à des homicides illégaux. Au cours de la même période, 23 Israéliens ont été tués en Cisjordanie et en Israël lors d'affrontements ou d'attaques menées par des Palestiniens, dont 8 membres des forces de sécurité israéliennes. Et en ce troisième jour de l'Aïd al-Adha, la bande de Gaza est encore sous bombardement barbare de l'entité sioniste. Nulle âme qui vive n'est épargnée par la sauvagerie de l'entité sioniste depuis 8 mois. La situation dans le camp de réfugiés de Nusayrat est plus qu'alarmante. Les Palestiniens sont pris au étau de l'occupant sioniste qui a semé la mort depuis 8 mois sur l'ensemble de la bande de Gaza. C'est un reportage signé Souhila Akilal. Au camp de Nusayrat, dans le centre de Gaza, c'est le chaos et la désolation ce troisième jour de Eid al-Adha. Nouveau bombardement sioniste, nouveau bain de sang. Au moins 13 personnes ont été massacrées, dont la majorité sont des femmes et des enfants. Les bâtisses mises à terre témoignent de la violence de l'attaque sioniste. Les rescapés parlent de corps mutilés et de lambeaux de chair humaine volant dans les airs. Il y a eu une puissante explosion. Je suis sorti directement avec les habitants du quartier. Il y avait des corps d'enfants et des femmes en lambeaux. Je dormais. Mes filles dormaient à côté de moi quand le feu nous a surpris. Il y avait de la chair humaine partout. La maison s'est effondrée sur nous. Nous sommes sortis dans la rue sans savoir quelle maison avait été ciblée. Toutes les maisons autour de nous étaient détruites. Du côté de l'hôpital de Khan Younes, des familles palestiniennes en deuil font leurs adieux à leurs proches tués la veille à Rafah. 8 corps sans vie, des commerçants fauchés par des missiles sionistes le long de la route est de la bande de Gaza, réservée aux camions commerciaux. Ce sont des commerçants. Ils n'ont rien à voir avec quoi que ce soit. Ils les ont bombardés avec des missiles. Il n'y a pas de sécurité. Ce sont des innocents, des gens honnêtes. Ils ont été frappés par 7 missiles. Ce sont des commerçants qui étaient en route pour aller chercher de la marchandise pour pouvoir nourrir Gaza. L'armée sioniste intensifie les bombardements sur le nord, le centre et le sud de l'enclave. Des frappes meurtrières visant des Palestiniens sans défense. Eid al-Adha dans la bande de Gaza a été sanglant cette année. En 3 jours, le bilan humain a été très lourd. Et ces bombardements sionistes n'ont pas pu entamer la détermination des Palestiniens de Gaza pour prier leur martyr, comme elles vont le montrer. Ces images, ils étaient des dizaines à s'être regroupés dans la cour de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, à Dar al-Balah, pour prier les personnes martyrisées lors des frappes sionistes dans le centre de la bande de Gaza. Les enfants sont les premières victimes de ce génocide et du non-respect du droit humanitaire. Le bureau des relations de presse du gouvernement de la bande de Gaza a averti ce mardi. La famine s'accélère dans la bande de Gaza et en moins 3500 enfants risquent de mourir dans les prochains jours, s'exprimant par voie d'un communiqué. Le bureau des relations presse de Gaza a déclaré que la famine s'empare de Gaza à grands pas et que l'occupation et l'administration américaine mènent une conspiration pour empêcher l'aide et les biens d'atteindre le peuple palestinien et lance un appel pour une intervention internationale immédiate et urgente pour mettre fin à ce crime. Il est à noter que l'accès à la nourriture et à l'eau est un droit élémentaire pour l'ensemble de l'humanité. Et de son côté, la directrice des médias de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA à Gaza, Inès Hamdan, a déclaré ce mardi que la suspension continue du financement
par les États-Unis entrave les opérations de secours dans l'enclave palestinienne ravagée par une agression sioniste barbare depuis plus de 8 mois. La responsable de l'UNRWA a affirmé que malgré le retour d'un certain nombre de donateurs pour financer l'organisation onusienne, la suspension continue des États-Unis, le plus grand donateur à l'agence, constitue toujours un obstacle majeur à la poursuite des opérations de secours dans la bande de Gaza. Et ce triste chiffre, plus de 500 enfants palestiniens sont envoyés chaque année dans les geôles de l'entité sioniste. Et ce, dès l'âge de 12 ans, ces enfants peuvent se retrouver devant une cour militaire de façon illégale. Ces conditions d'incarcération se sont encore durcies depuis le 7 octobre, début du génocide à Gaza, éteignant à ce jour 640 enfants emprisonnés. Imen Merad nous raconte la vie de ces nouveaux damnés de la terre. Depuis le 7 octobre dernier, le nombre d'arrestations sionistes en Cisjordanie occupée a atteint 9170 prisonniers, dont 640 enfants et 310 femmes, selon le club des prisonniers palestiniens. Ce nombre total comprend ceux que l'entité sioniste a libérés et ceux qui sont toujours détenus dans les geôles sionistes. Le club des prisonniers palestiniens affirme que les enfants dans les prisons d'occupation, qui comptent actuellement environ 250 enfants, sont exposés à toutes les mesures illégales. La même source a indiqué dans son communiqué que les forces sionistes ont arrêté puis libéré dimanche dernier Baha Kazem Haj Mohamed, un enfant âgé d'à peine 7 ans de la ville d'El Mouraïr à l'est de Ramallah. Selon la famille de l'enfant, il était dans le centre de la ville accompagné d'autres enfants quand ils ont été arrêtés. Le club des prisonniers a également indiqué que Baha a été battu après son arrestation. L'occupation sioniste l'a délibérément jeté loin de chez lui tout en gardant 3 autres garçons en détention. Même si cette situation n'est pas née avec le 7 octobre, n'empêche que depuis ce jour, les prisonniers palestiniens subissent la maltraitance, l'humiliation, la malnutrition, la torture et essayent de survivre dans des geôles où règne une précarité extrême. L'entité sioniste intensifie ses attaques contre Gaza, occultant totalement les résolutions du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu immédiat, ainsi que les ordonnances de la Cour internationale de justice de mettre fin à l'invasion de Rafah au sud de la ville. Des arrestations qui se sont poursuivies ce mardi aussi. Les forces d'occupants sionistes ont arrêté 5 citoyens dès l'aube lors de leur prise d'assaut de plusieurs villes et villages dans le gouvernorat de Ramallah, à l'ouest de Beit Lahm. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté 2 frères du village de Hussein. Il s'agit de Hatem Mahmoud Choucha, âgé de 23 ans, et de son frère âgé de 17 ans, après avoir pris d'assaut leur maison dans leur village. Au nord-ouest d'El-Quds occupé, les forces d'occupation sionistes ont arrêté un jeune homme alors qu'elle prenait d'assaut la ville de Beit Anan à l'ouest d'El-Khalil. Également, les forces d'occupation sionistes ont opéré à plusieurs arrestations de plusieurs citoyens palestiniens. Même scénario à Beit Khalil donc. Un citoyen palestinien et une citoyenne ont été blessés lors d'une attaque menée par des colons sionistes dans un village au sud de Naplouse. Ils ont incendié un véhicule et des champs agricoles et attaqué des maisons du village. Plus tôt dans la journée, ce mardi, le porte-parole du Croissant Rouge palestinien Ahmed Jabiri a confirmé que les ambulances avaient transporté à l'hôpital une femme blessée âgée de 54 ans et un homme âgé de 50 ans après que des colons sionistes les avaient sévèrement battus lors d'une attaque au sud de Naplouse. L'envoyé spécial américain a appelé ce mardi à une désescalade d'urgence des tensions entre le Hezbollah et l'entité sioniste au sud du Liban. En effet, depuis le 7 octobre dernier, début du génocide dans la bande de Gaza, le Hezbollah a rejoint l'axe de la résistance contre l'entité sioniste, le sud du Liban étant la cible de bombardement de l'entité sioniste depuis plusieurs années. Déjà, l'entité sioniste ne cache pas ses velléités d'expansionnisme dans la région visant le
le sud du Liban. Et elle a également occupé la vallée du Golan en Syrie. Comme d'habitude, j'ai eu une excellente discussion avec le Premier ministre. Nous avons toujours de bonnes discussions. C'est un moment sérieux et critique. Ce que nous faisons ensemble, c'est essayer d'identifier les moyens d'empêcher une nouvelle escalade, comme je l'ai dit dans mes déclarations précédentes. Voilà donc pour ce qui est de l'essentiel des dernières 24 heures en Palestine occupée. Dans le reste de l'actualité, le conseiller du président de la République algérienne chargé de la direction générale de la communication à la présidence de la République, Kamel Sidi Saïd, a effectué ce mardi une visite au siège de la chaîne internationale Al24 News à Alger pour transmettre les vœux du président de la République Abdelmajid Tebboune à la corporation de la presse nationale à travers les journalistes et les travailleurs de la chaîne. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, Kamel Sidi Saïd a été accueilli par le président directeur général de l'ANEP, l'Agence nationale de la communication et de publicité, Mes'oud El-Ram, et par le directeur général d'Al24 News, Selim Agar, du directeur de l'information, Fatah Boumerjan, ainsi que d'autres cadres de l'entreprise télévisuelle. Le conseiller du président de la République s'est également enquis du fonctionnement des services des différentes étapes de la chaîne après avoir félicité les journalistes et les techniciens du travail accompli dans la promotion de cette chaîne en leur souhaitant plein de succès dans leurs tâches. Je vous le disais en titre, la police kenyane a tiré des gaz lacrymogènes et a arrêté plusieurs personnes ce mardi lors d'une manifestation dans la capitale Nairobi contre le projet de budget 2024-2025 qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. Le Parlement avait commencé cet après-midi à débattre de ce texte dénoncé par ses détracteurs comme un nouveau coup porté au pouvoir d'achat de la population à travers notamment un projet de taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules particuliers et d'une TVA sur le pain. Je suis encore une jeune adulte et je veux me construire dans ce pays avec de telles taxes, une telle exploitation. Je ne vois pas comment je pourrais construire une vie. Je veux avoir des enfants ici, je veux me marier ici, je veux construire ma vie ici, je veux être propriétaire ici. Et cela nous rend la tâche très difficile, surtout à nous qui ne faisons pas partie des 1%. Je suis très en colère et je me bats pour mon avenir. Je me bats pour l'avenir de mes camarades et je me bats pour mon pays. Cela va changer avec toutes les personnes qui manifestent aujourd'hui, même si cela ne change pas complètement. Cela créera un changement et c'est ce que font les manifestations. Ce n'est pas toujours que nous cherchons la finalité ou que nous cherchons un changement complet. Les manifestations font évoluer les attitudes et certaines des politiques contre lesquelles nous luttons. Dans l'actualité africaine également, le parti du Congrès national africain ANC a annoncé ce lundi qu'un total de 5 formations politiques avaient officiellement signé une déclaration d'intention en vue de participer à un gouvernement d'unité nationale. Ces 5 partis sont donc l'ANC, l'Alliance démocratique, le Parti de la liberté Intaka, le mouvement GOD et l'Alliance patriotique, a indiqué l'ANC dans un communiqué. Le collectif représente 273 sièges au Parlement, soit 68% des sièges de l'Assemblée nationale sud-africaine, selon le communiqué toujours.
Et dans un communiqué rendu public, les unités de l'armée de libération populaire sahraoui ont indiqué avoir mené de nouvelles attaques contre les retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes, indiquant que cette contre-offensive de l'armée sahraoui se poursuit, réalisant des percées importantes et ce en dépit de la guerre asymétrique qui oppose l'armée de libération sahraoui et celle de l'occupant marocain. Pour rappel, le 13 novembre 2021, l'occupant marocain a violé le cessez-le-feu en vigueur depuis 1991. Et puis, 24 ans se sont écoulés depuis la dernière visite du président russe dans la capitale de la Corée du Nord. Il se rendra ces 18 et 19 juin pour un partenariat stratégique. Le point avec Safwan Ben Sabri. Le président russe Vladimir Poutine effectuera une visite d'État en République populaire démocratique de Corée les 18 et 19 juin, à l'invitation de son homologue Kim Jong-un. À Pyongyang, les rues ont été décorées de portraits de Poutine et de drapeaux géants de la Russie pour garantir un accueil à la hauteur des relations entre les deux nations. Cette visite de 2 jours est la première d'un dirigeant russe au cours des 24 dernières années. La dernière visite de Poutine à Pyongyang remonte à juillet 2000, 2 mois après son investiture présidentielle. Cette visite intervient par ailleurs 9 mois après la visite officielle en Russie de Kim Jong-un à l'invitation de Poutine en septembre 2023. Les deux pays avaient renforcé leur coopération militaire. Dans un entretien adressé à l'agence de presse officielle coréenne, Poutine a exprimé l'intention de renforcer les relations bilatérales avec la République populaire démocratique de Corée. Le maître du Kremlin a déclaré que la Russie et la Corée du Nord élèveront la coopération bilatérale à un niveau supérieur grâce aux efforts communs des deux pays. Dans le contexte du conflit en Ukraine, l'Occident scrute avec attention ce rapprochement entre les deux pays dissidents face à un ordre international fondé par les Occidentaux. La coopération militaire et la fourniture de munitions de Pyongyang à la Russie inquiètent particulièrement les alliés de Kiev. Le président russe a également dénoncé un ordre fondé sur des règles imposées par les États-Unis, le qualifiant de dictature néocolonialiste mondiale fondée sur un 2 poids 2 mesures. Et à l'occasion de l'ouverture de la 57e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk a affirmé que les financements sont en manque dans le secteur humanitaire et cet déficit de financement est atteint la barre des 40 milliards de dollars dans le monde, se laissant les appels financés à hauteur de 16,1% en moyenne en comparaison des dépenses militaires mondiales atteindront près de 2500 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 6,8% en termes de réel par rapport à 2022. À noter que le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'exprimait donc à l'occasion de l'ouverture des travaux de la 56e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se sont ouverts aujourd'hui à Genève et devront se poursuivre jusqu'au 12 juillet prochain. À la fin du mois de mai 2024, le déficit entre les besoins de financement humanitaire et les ressources disponibles s'élèvera à 40,8 milliards. Les appels ne sont financés qu'à hauteur de 16,1% en moyenne. À titre de comparaison, les dépenses militaires mondiales s'élèvent à près de 2500 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 6,8% en termes réels par rapport à 2022. Il s'agit de la plus forte augmentation d'une année sur l'autre depuis 2009. En Iran, Saïd Jalili, candidat à la magistrature suprême du pays, a prononcé un discours de campagne devant ses partisans à Téhéran en vue des prochaines élections présidentielles iraniennes fixées au 28 juin prochain. 6 candidats sont en lice pour être donc le prochain président du pays, suite à la mort du président iranien dans un tragique accident d'hélicoptère Ebrahim Raisi en mai dernier.
Si M. Jalili devient président, il poursuivra certainement le chemin du président martyr et le pays s'améliorera tant sur le plan culturel qu'économique. Parce qu'il est doué pour les affaires étrangères, je pense qu'il peut très bien interagir avec le monde et qu'il renforcera également l'axe de la résistance. La Chine a fustigé ce mardi les propos du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, qui a appelé la veille les pays membres de l'OTAN, je cite, à faire payer la Chine le prix de son soutien supposé à la Russie pour son opération militaire en Ukraine. Ces menaces intolérables pour Pékin qui a vivement réagi, affirmant et exhortant le chef de l'Alliance à arrêter de rejeter la faute sur autrui et de semer la discorde et à ne pas jeter de l'huile sur le feu et à faire quelque chose de concret pour que le règlement politique de la crise, il a déclaré devant la presse lorsqu'un journaliste lui pose la question. Je vous propose de l'écouter donc. La Chine n'est pas à l'origine de la crise ukrainienne et n'en fait pas partie. Et elle s'est toujours engagée à promouvoir les pourparlers de paix. La position objective et équitable de la Chine et son rôle constructif ont été largement reconnus par la communauté internationale. Nous conseillons à la partie concernée de cesser de rejeter la faute sur autrui et de semer la discorde, de ne pas jeter de l'huile sur le feu et de ne pas provoquer de confrontation, mais plutôt de faire quelque chose de concret pour le règlement politique de la crise. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce 19 Info. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News et à demain.